Salut à tous, c'est Financefare. Dans le monde boursier américain, il existe un dicton très célèbre qui dit Sell in May and go away. En gros, vendez en mai et quittez le marché parce que les actifs à risque ont de fortes chances de corriger sévèrement à partir du mois de juin. La vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que cet adage s'applique aussi à notre marché des crypto-monnaies? On le sait, la crypto ne bouge pas toujours en parfaite corrélation avec la finance traditionnelle, la TradFi. Pourtant, force est de constater qu'en ce mois de juin, ce dicton s'est vérifié avec une précision presque chirurgicale. Disons-le clairement, le mois de juin a été un véritable bain de sang. Avec un Bitcoin totalement hésitant et sans direction claire, les altcoins, déjà massacrés et survendus, se sont littéralement effondrés. Résultat, beaucoup d'investisseurs, rincés et terrorisés, sont en train de capituler et de quitter le navire. Pour ne rien arranger, nous sommes en 2026. Et si l'on se fie à la loi historique du cycle de 4 ans du Bitcoin, cette année, après le halving, correspond statistiquement à une période très rude, caractérisée par une forte pression vendeuse et des corrections majeures après la formation d'un sommet macroéconomique. Alors, après s'être pris cette lourde baffe en juin, à quoi faut-il s'attendre pour ce troisième trimestre 2026? Allons droit au but. La saisonnalité du mois de juillet pour les actifs à risque, y compris les cryptos, penche largement du côté haussier et non baissier. Historiquement, après avoir survécu à l'enfer de juin, le marché a tendance à enclencher un puissant rallye de soulagement pour venir nettoyer les excès baissiers du mois précédent. Et le plus intéressant, c'est que ce rebond de juillet n'est pas un phénoménon isolé propre aux cryptos. Il est étroitement lié à une vague de liquidité globale qui englobe l'ensemble des actifs à risque. Regardons d'abord ce que les données pures et dures nous disent sur l'indice américain S&P 500, le cœur de la bourse américaine. C'est assez stupéfiant. Entre le 26 juin et le 15 juillet, le S&P 500 a enregistré une performance positive 25 fois d'affilée dans son histoire, avec une hausse moyenne de 3,33%. En clair, à l'échelle du troisième trimestre, on risque d'avoir une configuration hyper volatile, une forte poussée au début, suivie d'une baisse marquée à la fin. Mais alors, pourquoi les marchés financiers s'emballent-ils ainsi chaque année au début du mois de juillet? Le secret réside simplement dans les rouages des flux de capitaux de la finance traditionnelle. D'abord, il y a la saison des résultats trimestriels. C'est à cette période que les géants de la technologie, des plateformes et de l'intelligence artificielle publient leurs résultats du deuxième trimestre. Juillet, c'est le mois des bilans pour les entreprises les plus innovantes de la planète. Statistiquement, ces entreprises ont tendance à battre les attentes du consensus, ce qui provoque une expansion des multiples de valorisation sur l'ensemble du marché. Les bons résultats offrent un narratif idéal pour attirer les capitaux. À cela s'ajoute le grand rééquilibrage institutionnel. Les fonds de pension, hedge funds et gestionnaires d'actifs ajustent massivement leur portefeuille 2 fois par an, en janvier et en juillet. Durant ce processus, ils sélectionnent les actifs de qualité, les grandes capitalisations, qui ont été excessivement vendus à découvert ou massacrés au cours du semestre précédent, et déploient d'immenses volumes de liquidités pour acheter sur repli afin de maximiser leur rendement pour la seconde moitié de l'année. Par conséquent, les actifs délaissés en juin reçoivent une bouffée d'oxygène grâce à ces injections de capitaux institutionnels. Ce flux macroéconomique finit inévitablement par ruisseler sur le marché crypto, le petit dernier des marchés financiers. Si l'on examine l'historique des prix et l'évolution des cours sur le marché crypto, cette saisonnalité est encore plus flagrante. Historiquement, la probabilité que le Bitcoin clôture le mois de juillet dans le vert est significativement plus élevée que l'inverse. Mais la véritable pépite statistique, c'est que ce rallye de soulagement est beaucoup plus explosif sur le marché des altcoins que sur le Bitcoin. Si l'on extrait et analyse précisément les données des 5 dernières années, le marché des altcoins affiche un rendement moyen d'environ 20% sur le seul mois de juillet. En juin, les investisseurs particuliers vendent par pure peur. Et en juillet, les gros portefeuilles accumulent et font grimper les prix. Au cœur de cette hausse, on retrouve systématiquement les mastodontes du marché, à savoir Ethereum et Ripple. Vérifions cela graphiquement
via l'analyse technique. À l'écran, vous pouvez voir la paire ETH contre BTC, c'est-à-dire la valeur de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Actuellement, l'Ethereum tente une cassure agressive de sa ligne de résistance majeure qui le bloquait depuis de longs mois. En parallèle, si l'on compare l'indicateur de dominance du Bitcoin et celui de l'Ethereum, le constat est visuel et immédiat. La dominance du BTC stagne et plafonne au sommet, tandis que la dominance de l'ETH est en train de consolider son point bas pour repartir à la hausse. La conclusion de cette configuration graphique est limpide, le Bitcoin perd un peu de sa superbe, ce qui laisse le champ libre aux capitaux pour tourner vers l'Ethereum et les altcoins majeurs. De plus, si des décisions politiques majeures ou des directives claires tombent ce mois-ci concernant le Clarity Act, cet événement pourrait servir de catalyseur pour propulser le marché dans un rallye encore plus vertical. Cependant, le plus grand danger en investissement, c'est de céder à l'euphorie de la hausse et d'occulter les risques à venir. C'est précisément au moment où le rallye de juillet semblera éternel que le marché va brutalement se refroidir. Les statistiques historiques montrent que les premiers signaux de retournement apparaissent dès la fin juillet. Ensuite, les mois d'août et septembre affichent la pire saisonnalité de l'année, se traduisant souvent par des performances catastrophiques. Pourquoi un tel retournement? D'abord, par un simple effet d'épuisement des catalyseurs. Une fois la saison des résultats terminée et le rebalancing des institutionnels complété, le momentum haussier s'essouffle. Faute de nouvelles histoires à raconter, le marché commence naturellement à subir des prises de bénéfices. Mais la véritable menace est beaucoup plus systémique. Août est traditionnellement le mois où les émissions et les ventes de bons du Trésor américain sont les plus massives, avec un calendrier extrêmement dense, concentré sur la deuxième et la quatrième semaine. Le Trésor américain a annoncé un objectif officiel colossal, renflouer son compte général, le TGA, pour atteindre un solde astronomique de 950 milliards de dollars d'ici la fin du troisième trimestre. Qu'est-ce que cela signifie concrètement lorsque le gouvernement américain stocke 950 milliards de dollars dans ses coffres? Cela signifie que via l'émission de ses obligations, l'État aspire les dollars en circulation dans le système financier privé, ces mêmes dollars qui d'ordinaire soutiennent les actions et les crypto-monnaies, pour les verrouiller sur son compte. Pour couronner le tout, un autre facteur de risque critique est à surveiller de très près. L'effet Kevin Warsh, le tout nouveau président de la Réserve fédérale, la Fed. En juin dernier, Kevin Warsh a dirigé son premier comité de politique monétaire, le FOMC, sous les yeux du monde entier. À l'époque, les marchés retenèrent leur souffle, et ses déclarations ont été jugées plutôt strictes, hawkish, ce qui a crispé les investisseurs. Historiquement, lorsqu'un nouveau président prend la tête de la Fed, il existe toujours un décalage psychologique d'environ 2 mois pour que le marché digère pleinement sa rhétorique, comprenne sa vision politique et teste sa crédibilité. Pendant cette phase d'observation, les marchés ont tendance à surinterpréter la moindre phrase, créant de l'incertitude et de la déception. Statistiquement, ce pic de nervosité se traduit par une correction majeure des actifs à risque exactement 2 mois après la première réunion. La première réunion de Kevin Warsh ayant eu lieu en juin, ce délai de 2 mois nous amène précisément entre août et septembre. En résumé, au moment exact où le Trésor américain va bombarder le marché avec ses émissions d'obligations et assécher les liquidités, le marché va subir de plein fouet un choc psychologique lié à l'incertitude de la politique de la Fed. En clair, les deux moteurs, la liquidité et la psychologie des marchés, se coupent en même temps. Il faudra par conséquent faire preuve d'une gestion des risques irréprochable autour du FOMC de fin juillet et du célèbre symposium de Jackson Hole fin août où les banquiers centraux définiront les orientations monétaires futures. Un autre élément macroéconomique à intégrer dans mon analyse concerne le cycle électoral américain. Si l'on étudie l'histoire financière, la 6e année d'un double mandat présidentiel américain offre généralement une performance annuelle tout à fait honorable. Cependant, si l'on décortique les graphiques de saisonnalité, une similitude frappante apparaît. Peu importe la qualité de la performance annuelle, la fenêtre temporelle située entre août et septembre subit systématiquement une baisse marquée ou une correction sévère. Même si le marché crypto ne réagit pas toujours en parfaite symbiose avec les actions, il dépend de manière absolue
de la liquidité qui alimente les marchés. Le plus fascinant, c'est que toutes ces vagues d'indicateurs macroéconomiques négatifs convergent de manière spectaculaire vers un seul et même point, la loi des cycles de 4 ans du Bitcoin. Selon ce modèle, après avoir établi un sommet historique, que l'on peut situer aux alentours d'octobre 2025 pour ce cycle, le Bitcoin traverse une douloureuse période de marché baissier et de correction de 12 à 13 mois, avant de trouver son véritable point bas absolu. Si l'on applique scrupuleusement cette formule mathématique, la fin de ce cycle baissier et la formation du point bas doivent avoir lieu précisément entre la fin septembre et le début octobre 2026. Voyez à quel point les choses s'articulent parfaitement. Le pic de l'assèchement des liquidités par le Trésor américain, le risque lié à la Fed en août et septembre, et l'échéance théorique du cycle de baisse de 4 ans du Bitcoin convergent tous vers une seule coordonnée temporelle. Cela signifie que la sombre période de baisse qui nous attend en août et septembre n'est en aucun cas le présage d'une fin définitive, mais très probablement la dernière opportunité d'achat à bas prix, le fameux achat sur repli, la plus attractive de ce cycle avant de basculer dans un grand marché haussier macroéconomique. Pour résumer la vidéo d'aujourd'hui, premièrement, en juillet, la combinaison de la saison des résultats trimestriels, du rééquilibrage institutionnel et de la fin de la survente de juin devrait déclencher un fort rallye de soulagement court terme avec des hausses potentielles de l'ordre de 20% sur les altcoins majeurs. Plutôt que de céder au FOMO et d'acheter en pleine envolée, l'idéal est de prendre des profits partiels ou de sécuriser des liquidités. Deuxièmement, les mois d'août et septembre verront le marché subir de lourdes pressions baissières dues au drainage de 950 milliards de dollars par le Trésor, aux incertitudes liées au décalage politique de la Fed avec l'effet Kevin Warsh et aux corrections du cycle électoral. Une prudence maximale est donc requise autour du FOMC de juillet et de Jackson Hole fin août. Enfin, de fin septembre à mi-octobre, tous les risques macroéconomiques auront été intégrés par le marché et la formule des 12 à 13 mois de correction post-sommet du Bitcoin arrivera à expiration. Cette zone marquera le terminus de la volatilité du troisième trimestre et constituera, selon moi, une excellente zone d'achat à long terme. Il est évidemment impossible d'affirmer à 100% qu'un actif va bouger dans une direction précise, car personne ne peut prédire l'avenir avec certitude. Cependant, ne pas céder au bruit du marché et à la panique, analyser froidement les données historiques et comprendre les tendances mensuelles pour se positionner là où les probabilités sont de notre côté. C'est précisément cela, le début de l'indépendance financière et la seule méthode viable pour protéger son capital. Voilà, c'est tout pour cette analyse de scénario du troisième trimestre basée sur les données. J'espère que dans ce marché volatile et parfois un peu épuisant, cette vidéo vous donnera des repères utiles pour votre stratégie du second semestre. Si mon travail vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et d'activer la cloche de notification. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt,